l'assurance, ce n'est pas que des sociétés, c'est tout un environnement dans lequel évolue un certain nombre d'acteurs. Mais au centre de l'écosystème, nous avons l'État. L'État en sa qualité de régulateur, l'État en sa qualité de superviseur, l'État en sa qualité de législateur et l'État en sa qualité d'arbitre des conflits. Toutes les composantes étant ce que l'on doit être dans un marché structuré, et c'est le cas du marché sénégalais, on retrouve donc ces différentes composantes. Nous retrouvons des associations d'assureurs, des associations de courtiers, des sociétés d'assurance et de réassurance. Nous retrouvons d'autres organismes avec la prévalence routière et tout le reste, et nous avons des partenaires extérieurs qui sont sur la partie gauche de votre écran. Cet écosystème nous permet de présenter un peu le contexte dans lequel nous évoluons. Quel est ce contexte? C'est qu'au Sénégal, on fait des découvertes importantes dans le domaine du pétrole, dans le domaine des gaz. Les réserves estimées à 450 milliards de mètres cubes de gaz, environ 1,5 milliard de barils de pétrole, selon les résultats les plus récents des sondes sismiques 3D. Et cela va évoluer si les puits qui sont en exploration révélaient tout leur potentiel. Et ce tableau nous donne l'état de la recherche au stade actuel. Ça intervient dans un autre contexte, c'est qu'à l'issue des réformes constitutionnelles de 2016, il y a la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens, notamment le droit à un environnement plus sain, mais également des droits sur les patrimoines fonciers ainsi que les ressources du sol et du sous-sol. Ce qui appelle de la part de nos États la nécessité de définir une vision stratégique à court, moyen et long terme, des réponses très fortes à la demande d'une allocation plus juste et d'une gestion inclusive des deniers de la croissance, et ce qui appelle également à se doter de très hauts standards en matière de transparence dans la gestion des ressources pétrolières, minières et gazières. En pratique, il convient, et c'est le rôle des pouvoirs publics et des législateurs que vous êtes, d'assurer à travers un corpus légal et réglementaire une gouvernance et un encadrement minutieux des processus de négociation, de conclusion des contrats et de leur gestion à tous les niveaux. Le code pétrolier en préparation, les lois sur le partage des revenus et les lois sur le contenu local nous offrent de formidables opportunités. Parce qu'il s'agit d'y insérer des dispositions pertinentes qui permettront de prendre en compte les préoccupations des populations et les outils qui permettront une approche et un développement inclusif d'un Sénégal ou d'un Sénégalais qui profiterait pleinement des ressources de son sol et de son sous-sol. Il faudra également accorder une attention soutenue à la formation professionnelle et technique, à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Il faudrait enfin définir un contenu local adapté, permettant à brève échéance l'éclosion dans tous les domaines de champions nationaux, capables de rivaliser avec ce qui se fait de mieux ailleurs. Le marché du pétrole et du gaz, une fois qu'on a campé sur l'écosystème, le rejoint un peu. Au centre, nous avons les acteurs qui sont les grands majors, mais nous avons également un opérateur local qu'il faut défendre. Et qui est en charge de le défendre, c'est d'abord les parlementaires, mais c'est également tous les opérateurs qui évoluent dans ce secteur, au premier rang desquels les assureurs, les réassureurs, les courtiers, mais également tout cela devrait se faire en collaboration avec les deux ministères de tutelle, que sont les finances et les mines et les hydrocarbures. Or, qu'est-ce que nous constatons? Qu'à chaque fois que l'odeur du pétrole se fait sentir, nos pays sont envahis par des démarcheurs de toutes sortes, qui arrivent avec dans leurs valises des solutions toutes prêtes, mais des solutions plus théoriques que pratiques, qui tiennent compte de tous les intérêts, sauf des intérêts des opérateurs locaux et des populations locales. À travers cela, au moment de la signature des contrats, ils font signer des profit sharing contracts, qui sont des contrats de partage de production, dans lesquels le contenu local est marginalisé. Et dans ces contrats de concession, donc, ils écartent les opérateurs locaux du placement de l'assurance et de la réassurance
en arguant du fait que les surfaces financières de nos entreprises ne leur permettent pas de couvrir certains risques ou que leur connaissance des marchés internationaux de l'assurance et de la réassurance les prive de placements aptes à pérenniser ou à sécuriser les importants investissements nécessités par ces explorations-là. Ce ne sont que des prétextes, parce que localement, des compétences existent, et nous reviendrons là-dessus. Et partout où cela s'est fait, on s'est rendu compte que 40 ans après, l'assurance n'a pas profité aux populations. Par contre, quand des mesures courageuses ont été prises par les pouvoirs publics, l'assurance a créé toute une chaîne de valeurs et de vertus qui a permis une véritable émergence au niveau de ces pays. La Norvège, les Émirats pétroliers du Golfe en sont les exemples les plus illustratifs. Mais nous reviendrons là-dessus par la suite. Conscient de cela, le code ciment, que le président Lô connaît très bien, parce qu'il a, je pense, participé aux travaux préparatoires de la mise en œuvre du code ciment ou de l'élaboration en 1992, a donné un véritable contenu local à ce que ce doit être l'assurance. Il y a une maxime qui nous dit que l'assurance se prend d'abord à la maison. Parce que quand on a des problèmes, le premier assisteur, c'est d'abord le voisin, avant que l'étranger ne puisse venir prêter main forte. La réassurance peut être internationale, mais l'assurance se prend à la maison. Et le premier réassureur doit également être local. Et c'est pourquoi le pouvoir public a, depuis 1988, créé la Société sénégalaise de réassurance, qui est le partenaire privilégié des sociétés d'assurance locales. Et je dois vous dire, honorable député, qu'à chaque fois que quelqu'un subit un accident de la circulation automobile ou subit un sinistre pris en charge par les assureurs, qu'il comprenne que dans la masse d'argent qui lui a été versée, la contribution de la CNRE se situe entre 6 et 2% au moins et 15 à 20%, voire plus. C'est dire que cet acteur indispensable joue un rôle qui est invisible, mais qui est déterminant pour la sécurisation des populations. L'autre chose, c'est que les opérateurs pétroliers donc ont des arguments percutants qu'ils mettent en avant et qui leur permettent, au moment de la signature des contrats, d'écarter tous les locaux, ce qui fait que l'État ne s'en rend compte que beaucoup plus tard. Alors qu'un petit rappel de l'environnement pétrolier permet de savoir qu'il y a ce qu'on appelle au moment du partage les cost oil. Je vais peut-être définir un peu ce que c'est parce que c'est très technique. Cela consiste, pour un major qui arrive, à dire à l'État, je pense qu'il y a un potentiel pétrolier dans votre pays. Ce potentiel, il ne sera révélé que quand on aura fini les travaux d'exploration et quand on aura sorti le premier baril. En ce moment, si Petrosen a 10% ou 15 ou 20% sur le pétrole sénégalais, moi, en tant qu'opérateur, dans un premier temps, je prends en charge tous les frais. Je prospecte, j'explore, je développe et je sors le pétrole. Et au moment de partager, je défalque d'abord tout ce que j'ai investi auparavant, ce sont les cost oil, et je partage le bénéfice à 90 contre 10 ou à 80 contre 20, selon la part de l'opérateur. Mais que se cache-t-il dans ces cost oil? Très souvent, il y a une rubrique qui est extrêmement importante qu'on appelle les dépenses d'assurance. Et ces dépenses d'assurance peuvent être extrêmement importantes. À un double titre. En premier lieu, parce que Petrosen, pendant toute la phase, n'a jamais été mêlé aux négociations concernant l'assurance de ces différentes périodes. Et au moment de partager, on lui impute une part de prime qui peut être très importante parce que négociée par le major à son insu. La deuxième, c'est que le major peut choisir de ne pas s'assurer et de se rassurer en disant j'ai la surface financière, je suis BP, et toutes les charges inférieures à 1 milliard de dollars, soit 500 milliards, je les prendrai moi-même et je n'assurerai que le supplément. Et au moment du partage, si j'impute à Petrosen 10% de 500 milliards, c'est 50 milliards de moins pour ses ressources. Ce n'est pas grand-chose pour le BP, mais c'est beaucoup pour le Sénégal. Et il faudrait donc que des assureurs avertis puissent s'insérer dans ce système dès le début pour que ce soit traduit dans le code pétrolier, dans les contrats de partage de production, pour qu'au niveau des cost oil, on ne puisse pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi il est important, de mon point de vue, que dès les premiers pas, on puisse s'assurer que le dispositif a été bien encadré, qu'il a été bien maîtrisé et qu'il sera performant. 80% de la réussite est dans les premiers pas. Ne les ratons pas, messieurs.
il faudrait que dès le début on soit impliqué. Je crois que le succès sera à ce prix. C'est pourquoi nous avons essayé de voir des expériences plus ou moins abouties à travers un benchmark. Un benchmark au niveau africain où nous avons exploré différents modèles. Le premier, c'est le modèle congolais, pétrolier de près de 50 ans. Après 50 ans, qu'est-ce qu'on constate? Que le pétrole a très peu profité à l'industrie des assurances, il a très peu profité à l'économie, il n'a pas permis l'émergence d'une intelligentsia maîtrisant le pétrole, et des discussions avec un courtier des Lloyds m'ont révélé la dernière fois qu'après près de 30 ans d'assurance, aucun assureur congolais ne comprend comment fonctionne l'assurance du pétrole et du gaz. Parce que tout a été fait à Paris, à Londres, à leur insu, et on leur a très souvent versé des commissions de fronting, alors que le risque est pris en charge ailleurs. Ce qui fait que donc c'est un modèle qui ne doit pas nous inspirer. Nous avons visité donc le deuxième modèle qui est celui du Gabon. Dans le modèle du Gabon, nous ne sommes pas loin. Ce qui s'est passé, c'est que les mêmes erreurs que le Congo ont quasiment été faites. Et c'est récemment, avec la création d'une compagnie gabonaise de réassurance qui s'appelle la SCGR, que l'État a essayé de corriger ces erreurs et a donné à la SCGR aujourd'hui 15% de cession légale obligatoire, plus 10% ou 5% pardon, sur les conventions, ce qui a permis à la SCGR de mettre en place des mécanismes sous forme d'une société qui ne fonctionne pas comme un pool, mais qui sécurise les intérêts des Gabonais et qui permet d'avoir des placements internationaux à des coûts attractifs. C'est un modèle qui est une évolution par rapport à ce qui a été fait pendant les 30 premières années, mais qui est une correction aujourd'hui, un peu tard au moment où le pétrole du Gabon baisse, mais l'État s'est réveillé et il a pris de bonnes décisions. Il faudrait donc s'en inspirer. Nous avons essayé de visiter le marché camerounais, le modèle camerounais. Exactement la même chose, l'État n'a pas voulu entrer là-dedans et a organisé une compétition entre assureurs, ce qui fait qu'il y a une société nationale de hydrocarbures qui s'appelle la SNH, qui est actionnaire dans une compagnie d'assurance qui s'appelle Chanas, qui lui cède l'essentiel des primes issues du pétrole, et la SNH se tourne vers le marché international, rétrocède à 100% et récupère des commissions. Donc le marché n'en bénéficie pas. Il n'y a ni le savoir-faire, ni les importantes primes qui auraient pu permettre de financer l'économie nationale. La Guinée équatoriale a voulu y aller. Je vous ferai l'économie de tous les commentaires. C'est récemment qu'ils ont créé une société qui s'appelle G-Pétrole Seguros, qui est une sorte de captive de la société pétrolière et qui a un dossier d'agrément en cours à la CIMA. Ils seront certainement autorisés au mois de décembre prochain ou au mois d'avril à exercer en tant que société de droit équato-guinéen qui va gérer toutes les assurances pétrolières en partenariat avec des équato-guinéens pour que les intérêts locaux soient sauvegardés. Et je pense que c'est une piste qui nous inspire et qui pourrait être peut-être l'évolution future de ce qui a été fait au niveau de la fédération. Le benchmark a révélé qu'au Congo démocratique, on a évolué pendant longtemps en monopole avec la SOAS qui est la compagnie d'assurance. Aujourd'hui, le marché est ouvert. Il est en quête de nouveaux opérateurs pour jouer son rôle, mais ils ont mis en place une réglementation qui est suffisamment importante et ils ont mis en place certaines assurances obligatoires, comme le disait tout à l'heure le président, pour permettre à ce que les investisseurs puissent s'assurer localement et qu'ils puissent prendre des garanties qui puissent sauvegarder les économies, parce que ce qu'on constate, c'est que l'assurance RC pollution n'est pas obligatoire. Quand l'opérateur finit d'exploiter, quand le puits ne produit plus, il sort du pays et il ne fait souvent pas le ménage. Et les dégâts qui ont été causés sur l'environnement sont pris en charge par l'État avec ses moyens. Alors que l'obligation d'assurer ce type de risque, tout comme l'obligation d'assurer la construction et les coûts de perte de puits, pourrait permettre, pourquoi pas, d'alléger les finances publiques et permettre aux assureurs de jouer leur rôle et de couvrir ce type d'affaires. Le benchmark a révélé également qu'au Mozambique, un nouvel état pétrolier, on a tenté de gérer le pétrole à travers une captive qui est créée et qui va gérer les intérêts pétroliers du Mozambique pour le compte de tous les Mozambicains. L'Angola a opté pour la voie libérale, extrêmement libérale. Donc les ressources du pétrole profitent au pays, mais les ressources de l'assurance du pétrole ne profitent pas aux assureurs angolais. Nous avons visité le Nigeria, qui pendant longtemps a laissé faire,
mais qui depuis quelques années a voulu donner un véritable contenu local en ce qui concerne la couverture du pétrole. Ils ont commencé par augmenter le capital des sociétés d'assurance et de réassurance. Depuis l'entrée en vigueur en 2008, la situation financière s'est améliorée et ils ont demandé à ce que désormais toutes les affaires du Nigeria soient assurées au Nigeria et que 70% de la réassurance au moins soit soignée localement. C'est seulement quand le marché local exprime son incapacité à absorber ces 70% qu'ils peuvent avoir l'autorisation de la NICON, qui est l'autorité de régulation, pour placer plus de 30% sur les marchés étrangers. Mais tant que le marché local n'est pas saturé et n'a pas absorbé ses capacités, il est interdit au Nigeria de placer les affaires à l'extérieur. Et c'est un exemple, je pense, que nous devons suivre. Et enfin, il y a le modèle ghanéen, qui est un nouvel État pétrolier, qui a tiré des leçons des erreurs du passé et qui, fruit d'une collaboration entre l'autorité en charge de la gestion du pétrole et l'autorité en charge des finances, la Fédération des sociétés d'assurance du Ghana, a créé ce qu'on appelle le GOPIL, le Ghana Oil and Gas Insurance Pool, qui est un pool de co-assurance de tous les risques pétroliers auxquels sont intéressées toutes les sociétés du marché. Ce pool organise et gère pour le compte de tous les acteurs du marché, partage les deniers avec tous les assureurs, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur nationalité, organise la réassurance en interne avant de recourir à la réassurance offshore. Et c'est un modèle qui nous a semblé extrêmement intéressant. C'est pourquoi au niveau du Sénégal, nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi pourquoi? Parce qu'après ces benchmarks, il nous a paru extrêmement important à la fois d'innover et de définir une stratégie. Innover, ce n'est pas réinventer la roue. C'est prendre des leçons sur ce que les autres ont fait de moins bien, améliorer ce qu'ils ont fait, prendre ce qu'ils ont fait de bien et adopter les bonnes pratiques. La stratégie maintenant, c'est poser des actions qui soient en cohérence avec notre vision. Et je pense que la vision qui a été exprimée par le Sénégal dès le début, en mettant en place des organismes tels que le COS-Petrogaz, tels que l'Initiative pour la transparence des initiatives, et en impliquant la société civile dans le fonctionnement de toutes ces structures, est une initiative à saluer. Encore faudrait-il l'encadrer pour qu'elle puisse produire ses pleins effets. Et dans cette quête, nous avons essayé de voir ce qu'il fallait faire. Et ce qu'il fallait faire, c'est que nous avons conscience que l'assurance est avant tout une opération domestique. Et elle doit rester domestique. La loi nous y oblige parce que l'article 308 du Code civil nous dit qu'il est formellement interdit d'assurer une personne un risque, une responsabilité située dans un pays en dehors de ce pays. Et cette obligation ne souffre d'aucune contestation, elle doit souffrir d'aucune dérogation. Même si dans les contrats de partage de production, l'opérateur veut nous faire comprendre que nos assureurs locaux n'ont pas les capacités et qu'il peut le placer directement à l'extérieur, il appartient au pouvoir public, au premier rang desquels les parlementaires que vous êtes, de réaffirmer haut et fort que l'assurance se prend d'abord à la maison parce que c'est une opération purement locale. Et même si on voulait déroger, la loi nous interdit de déroger et on ne doit pas violer les conventions qu'on a librement signées, telles que le Code civil. Le Code civil va encore plus loin parce qu'elle nous dit, une fois que vous avez assuré à la base, le réassureur intervient pour alléger les besoins de fonds propres et pour soutenir l'assureur sur des risques qui sont de certaine taille. Mais le Code civil nous dit, toujours à l'article 308, vous ne pouvez pas réassurer plus de 35% en dehors de la zone civile. Commencez d'abord par épuiser toutes les capacités de cette zone avant de recourir à la réassurance internationale. Si vous le faites, vous êtes dans l'illégalité et le ministre ne peut pas déroger, sauf si les capacités locales ne sont pas suffisantes pour couvrir ce risque. Et je pense qu'il nous appartient de veiller à ce que ce soit traduit et de la manière la plus formelle dans tous les contrats de convention. Mais pourquoi il est important de nous entraîner avec les députés aujourd'hui? C'est très important pour une simple raison. Toutes ces lois, ainsi que celles qui organisent la CNRE, sont connues des professionnels de l'assurance. Elles sont souvent ignorées du grand public, elles sont ignorées des opérateurs qui ne sont pas des assureurs. Donc l'opérateur qui arrive ne s'intéresse pas à l'assurance, sauf au moment où il entre en exploitation. Mais dans la signature de la négociation, il s'arme des dispositions d'un code qui est le code pétrolier. C'est donc dans ce code pétrolier qu'il faudrait que ces préoccupations et ces dispositions légales qui sont prévues par d'autres textes et des conventions internationales soient traduites de la façon la plus explicite pour que nul n'en ignore
dès le début de la négociation, au moment où il pose ses valises ou ses premières valises au Sénégal. C'est pourquoi donc il nous semble important de rappeler ces dispositions de l'article 308 pour qu'on puisse les insérer déjà dans le code pétrolier parce que c'est la première étape du contenu local. L'autre disposition qui nous semble extrêmement importante dans ce que nous devons faire, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on exporte le pétrole, on est d'abord une société commerciale et on cherche du profit. Quand il faut faire le ménage par la suite parce que le puits a été infructueux ou parce qu'il est épuisé, on laisse à l'État le soin de faire le ménage et de nettoyer les dégâts. Il appartient donc aux parlementaires que vous êtes, à travers une législation bien dosée, de prévoir des incitations fortes et des assurances obligatoires qui puissent accompagner la couverture en assurance, aussi bien des pétroliers que des parapétroliers, qui sont tous ces secteurs qui tournent autour du pétrole et qui rendent possible l'exploration pour que le Sénégal subisse le moins de dégâts possible. Pour accompagner tout ça maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas laissé le rôle aux députés. Nous n'avons pas laissé le rôle à l'État, mais au niveau de la fédération, nous avons entamé la réflexion depuis quelques années. Et après avoir fait ce benchmark, il nous a paru utile de créer ce qu'on a appelé le pool d'assurance des risques pétroliers et gaziers du Sénégal. Ce pool regroupe les intérêts de toutes les sociétés. Et chaque société, quelle que soit sa taille, définit une capacité de rétention en disant voilà mon appétence au risque et on les mutualise. Après avoir mutualisé toutes ces capacités, on cède à chaque société ce qu'elle peut absorber. Et ensuite, on se retourne vers les capacités de réassurance locales. Il est obligatoire de céder 16,5% à la CNRE sur tous ces risques. Mais, puisque 50% doivent rester dans la zone, il y a un opérateur de dimension mondiale qui a la même note que les plus grands réassureurs mondiaux, qui s'appelle Africare, qui est une création de l'Union africaine, qui, depuis 1984, nous soutient. Et nous avons approché Africare pour qu'elle nous définisse ses capacités, tout comme la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA, qui s'appelle la SICAR également, a défini ses capacités. Les autres opérateurs, qui sont des initiatives d'Africains, ont défini leurs capacités. Et la mutualisation de tout ça nous permet de dire nous pouvons conserver X au Sénégal, nous pouvons conserver Y en agrégeant les capacités de la Côte d'Ivoire, d'Africa, du Gabon, etc. Et le reste maintenant, nous ne sommes pas fermés. Nous le céderons volontiers aux opérateurs internationaux à condition qu'ils nous montrent leur capacité technique, leur sérieux et leur aptitude à nous soutenir quand on en aura besoin. Et c'est le véritable contenu local que nous voulons faire. Et dans ce projet, nous pensons que vous devez nous accompagner. C'est un devoir, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'il faut qu'on se batte. Connaissant l'adversaire, nous n'avons pas le droit de nous faire surprendre. Nous pouvons perdre des combats, mais nous ne devons pas nous faire surprendre. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est pourquoi nous prenons ce prétexte donc pour lancer ce plaidoyer qui consiste à vous demander d'instaurer une présentation pour éviter le contournement du dispositif. Vous demandez également d'inscrire le plus important dans le code pétrolier et dans les lois qui sont en préparation, afin que les retombées prévisibles profitent d'abord au Sénégal et aux Sénégalais. Et ces retombées, c'est un État qui contrôlerait tout l'argent dépensé au niveau du pétrole. C'est une croissance du secteur financier sénégalais dont nous sommes une composante, l'écosystème l'a montré. C'est la création d'emplois locaux et d'exploitation de l'expertise. C'est la croissance du marché de l'assurance en tandem avec le secteur bancaire pour booster l'investissement au Sénégal. Et pour conclure, je voudrais vous inviter à ne laisser aucun détail.